On a retrouvé le trésor des comtes de Lubray. On a retrouvé le trésor des comtes de Lubray. On l'a retrouvé, le trésor des comtes de Lubray. Ce jeudi matin, les ouvriers de l'entreprise Colin MBAR, Maçonnerie, béton armé, ravalement, ont investi la place de l'église du Petit Bourg de Lubray et s'affairent autour du Grand Calvaire. Le conseil municipal a en effet décidé le déplacement de cet imposant et magnifique édifice érigé en face de l'église en l'année de grâce 1683. Les Lubréens attendent ces travaux depuis longtemps. Le calvaire gêne la visibilité et par là même présente un danger pour la circulation. Dans la matinée de ce jeudi, donc, les ouvriers, à l'aide d'une grue, déposent délicatement la grande croix préalablement descellée. L'après-midi même, ils se mettent en devoir de démolir l'énorme socle en granit. Ils travaillent depuis 2 heures environ lorsque tout à coup ils découvrent, niché dans la pierre, un coffret carré en plomb serti de 40 cm de côté. Pierre Gelor, le maire, aussitôt alerté, vient tout heureux recueillir l'objet qu'il transporte à la mairie. Après avoir contacté par téléphone les services idoines de la préfecture, il se hâte de faire savoir à ses administrés, tous sont au courant 5 minutes après la découverte, que le dit coffret ne sera pas ouvert avant lundi. La présence du conservateur des antiquités et objets d'art du département est en effet obligatoire, et ce haut personnage se trouve dans l'impossibilité de se déplacer à Lubray avant cette date. Le maire décide donc en attendant d'enfermer le précieux objet dans le coffre-fort de la mairie. Tant pis pour les curieux, il leur faudra s'armer de patience. Dès l'annonce de la découverte du fameux coffret, une folle rumeur court le pays. On a retrouvé le trésor des comtes de Lubray. On a retrouvé le trésor des comtes de Lubray. On a retrouvé le trésor des comtes de Lubray. On a retrouvé le trésor des comtes de Lubray. Tout le monde ici connaît l'histoire. En 1701, un violent incendie a détruit entièrement le château comtal, ensevelissant le trésor sous les ruines. On dit qu'un jeu d'échecs de fort grand prix, une pure merveille, fait partie de ce trésor. Légende que tout cela. Légende que tout cela. Légende que tout cela, raillaient les sceptiques. Mais depuis quelques années, ils ne riaient plus. Et en effet, Gilles Arsin, historien local, avait découvert aux archives départementales un document datant de 1612, sous forme d'inventaire après décès du comte Charles de Lubray, 6e du nom, et qui citait un jeu d'échecs avec damier, dont les carrés sont de cristal et sous lesquels il y a des petites fleurs émaillées, et tout alentour des bordures en or massif. Adjointe, 16 pièces dites blancs faites d'or massif et 16 pièces dites noires faites de bois d'évêque. Cet acte est authentifié par des experts. Le jeu d'échecs existe donc bel et bien. Jusqu'au soir, les habitants de Lubray s'interrogent. Et si le jeu se trouvait dans le coffret qu'on venait de découvrir? Hein? Les dimensions de la boîte correspondent parfaitement à celles d'un jeu d'échecs. L'argument, au demeurant, est fort discutable. Mais il frappe. Si bien que, à la nuit tombée, à la table familiale, ou dans l'unique café-bar de Lubray, chacun est définitivement persuadé que l'on a enfin retrouvé l'objet précieux. Le vendredi matin, les journalistes représentant la presse locale se présentent au village. Et le samedi matin, en rubrique régionale, de nombreux articles décrivent avec grande précision l'événement. Ils insistent sur le fait que le trésor se trouve bien à l'abri dans le coffre-fort de la mairie. Nous vous donnons rendez-vous mardi pour un compte-rendu détaillé de la cérémonie d'ouverture de la boîte mystérieuse. Le soir de ce même jour, dans un bar malfamé de Nantes, M. Fred et Marco, deux malfrats bien connus dans le milieu, prennent l'apéritif attablé au fond de la petite salle. Page 6, le trésor de Lubray tient en livre.
Tac. Compris. Quand c'est-il que tu veux qu'on passe à l'action? Nous passerons à l'action dans la nuit de dimanche à lundi. Prépare le matériel, il te faudra bien entendu percer le coffre. Le lundi matin, à Lubray, le secrétaire de mairie, en ouvrant les bureaux, reste un long moment pétrifié devant le coffre-fort très proprement éventré au chalumeau. Il parvient à se ressaisir puis se précipite. Le coffret a disparu. Il ne lui reste plus qu'à alerter le maire et la police, ce qu'il fait sans plus tarder. La population, en apprenant le vol, est d'abord consternée, puis outrée. Les critiques se mettent à pleuvoir. Et pourquoi que le maire n'a pas gardé le coffret chez lui? Ou les gendarmes auraient dû faire surveiller la mairie? Et le conservateur des antiquités et objets d'art du département, qui n'a pas daigné se déplacer. Il préférait, sans doute, partir en week-end à la Baule. Au même moment, Monsieur Fred et Marco s'affairent autour du coffret posé sur une table. Avec précaution, et suivant les indications de Monsieur Fred, Marco ouvre le coffret en plomb serti. À l'intérieur, il découvre une boîte en bois fermée par 10 clous en fer et dedans, un paquet scellé à la cire rouge contenant une feuille écrite à l'encre. Ce calvaire a été érigé à Lubray le 6 mai de l'an 1683, Messire Joulin étant recteur du dit lieu, par les soins de Messire le comte Guy de Lubray, 6e du nom, qui, pour ce faire, a vendu un jeu d'échecs de fort grand prix lui appartenant, grâce lui en soit rendue. La vie tranquille du petit village de Saint-Martin-des-Bois se trouvait fort perturbée en ce mois de juin. la réfection de l'intérieur de l'église venait de commencer. Il s'agissait de refaire les plafonds, Recrépir les murs, vernir les boiseries. on comptait 6 bons mois de travaux. Le curé Barthélemy, Qui allait sur ses 77 ans, avait décidé que durant ce temps, les offices religieux auraient lieu dans la salle paroissiale. aidé d'Adèle, Sa fidèle servante, il avait donc transporté de l'église à la salle dans sa brouette, les quelques statuettes et copies de tableaux religieux. ainsi que les 14 panneaux de bois sculptés représentant les stations du chemin de croix qui ornaient le lieu saint. Il ne lui restait plus à transporter que la grande statue de Saint-Martin, Œuvre naïve en bois peint datant du XVIe siècle et orgueil du village. le patron de la paroisse était représenté. Non pas en fringant caballero espagnol, comme l'a peint le Gréco, Mais curieusement, en moine vieux et ridé, vêtu de la robe de bure à capuchon. au crâne seulement garni d'une étroite couronne de cheveux bruns, L'abbé Barthélemy pensait d'ailleurs que l'artiste s'était trompé. et qu'il s'agissait plutôt de Saint François. Le curé Ayant jugé qu'il ne pourrait déménager un personnage aussi lourd et encombrant, avait sollicité l'aide de la commune. ce samedi 6 juin, le maire,
avait donc chargé de la haute mission du transport les deux cantonniers, Joseph. et François. Ce travail devant être accompli lorsque la collecte des ordures dans le bourg serait terminée. Le ramassage des déchets se faisait encore, À l'époque, et ce, tous les 15 jours. à l'aide d'un tombereau tiré par une jument. L'attelage était fourni par le maire. Le plus gros cultivateur de la commune, Jean Robin Son valet de ferme, était chargé de conduire le véhicule. Joseph. Et François, Les cantonniers, devenant l'espace d'une journée des éboueurs. On passait donc de maison en maison pour vider les ordures entreposées ici dans une lessiveuse percée. là dans un vieux baquet réformé. Souvent, il fallait trinquer avec le propriétaire de la poubelle improvisée. Si bien que, en fin d'après-midi, nos 3 lascars rentraient chez eux bien éméchés. Joseph Et François, avait depuis toujours un net penchant pour la bouteille. on les avait d'ailleurs surnommés Les bois sans soif. Ce pseudonyme À défaut d'être original ou amusant, avait le mérite de caractériser parfaitement nos deux héros. comme d'habitude en cette soirée du 6 juin, ils finirent leur service dans un état proche de l'ébriété. Ils étaient pourtant encore assez lucides pour se rappeler le travail que l'on attendait d'eux. François partit donc chercher son charton. Pendant que Joseph se rendait au presbytère quérir la clé de la salle paroissiale. Ils se retrouvèrent à l'église Descendirent la statue de son socle. et avec d'infinies précautions la couchèrent au fond du charton garni de vieux sacs de jus. François se mit en brancard et commença à tirer. Pendant que Joseph poussait à l'arrière. On arriva ainsi devant le café des sports. Où une halte accompagnée d'un petit rafraîchissement s'imposait. Juliette, propriétaire des lieux, Et qui est en train de souper avec son mari dans la cuisine. arriva la bouche pleine pour servir en s'écriant « Oh, mais c'est notre Saint-Martin de l'église !» Joseph expliqua brièvement de quoi il retournait après avoir commandé Une fillette de muscadet ben frais, s'il te plaît, la patronne. Juliette se dirigea donc vers la cave en vue d'aller chercher la bouteille. En traversant la cuisine, elle annonça la nouvelle à son époux Henri. Oh, c'est pas croyable. Tu ne sais pas qui est là. Les bois sans soif, avec Saint-Martin. Hein? Saint-Martin, le jockey? Mais non, t'es bête, la statue. Ah, ben bon sang, faut que je vois ça. Henri s'en va donc contempler le spectacle. Et déclara que c'était la première fois qu'un si haut personnage fréquentait son café. Mais qu'on aurait été mieux inspiré de trinquer à sa santé avec du Saint-Émilion ou du Saint-Estèphe. Plutôt qu'avec du muscadet. Cependant, pour marquer cet événement exceptionnel, Et sans doute unique dans l'histoire de son estimable estaminet. il se sentait obligé d'offrir lui aussi sa fillette. Les bois sans soif reprirent donc la route, un peu plus grise encore. Après quelques tours de roue, François s'arrêta pile et s'écria. Joseph, on s'est arrêté chez Juliette, c'est bien. Et maintenant, il faut aller boire un coup au café du commerce chez la veuve Boulan. Que si il n'y va pas, elle va être jalouse. Aussitôt dit, aussitôt fait. 3 minutes plus tard, la patronne accueillait les deux héros. Et ouvrait des yeux ronds devant Saint-Martin en poussant des ouh et des oh. Il y avait là, outre 4 beloteurs, des jeunes du village qui prenaient l'apéritif. François Et Joseph furent invités à leur table. et offrirent eux-mêmes une tournée de On Pernod. chanta. Puis on s'avisa que le saint avait peut-être soif. Alors on lui fit goûter un peu de pastis. Ce qui pourrait faire de lui orner le menton d'une belle tache jaune. La nuit était tombée. Une belle nuit tiède de juin, pleine d'étoiles et de senteurs de foin fraîchement coupées. Lorsque les bois sans soif quittèrent les lieux, Ils couchèrent à nouveau la statue dans le charton longèrent en zigzagant le haut mur qui bordait la cour de la petite école. et disparurent au premier tournant. Vers 10 heures, le curé monta se coucher en disant à Adèle « Tiens, Joseph n'a pas rapporté la clé de la salle. Bah, il viendra demain matin. Allez, bonne nuit. » Le lendemain, l'abbé n'avait toujours pas récupéré sa clé. Et l'heure de la messe approchait. L'alarme fut donnée. Des deux cantonniers du Saint et du Charton, point de nouvelles, tout avait disparu.
le maire et le curé se rendirent successivement Chez Joseph, et François, et constatèrent que tous deux avaient découché et restaient invisibles. on s'apprêtait en désespoir de cause à avertir la gendarmerie. Lorsque Adrien Gaudeux, le fermier de la Gaudinet, arriva en courant, Il raconta tout essoufflé qu'en ouvrant sa grange il y avait peu de temps, il avait découvert Saint-Martin allongé sur la paille. encadré par les deux ivrognes dormant à point fermé. Inutile de dire comment ils furent réveillés. Quelques jours plus tard, on s'aperçut que le nom du village Inscrit sur un panneau à l'entrée du bourg, avait été modifié. 2 mots avaient été rajoutés À la peinture rouge, par de joyeux lurons, cependant peu soucieux de l'orthographe et qui demeurèrent inconnus. on pouvait lire maintenant Saint-Martin-des-Bois, sans soif. Et pourquoi est-il revenu s'installer définitivement ici, à la Jonchère, la vieille demeure familiale? Et pour y finir ses jours, comme l'affirment les gens du pays? Certes, mais qui se doutait que sa fin, justement, était si proche? Il y a 3 semaines, lors de sa dernière visite au docteur Hamel, il a entendu hébéter ce dernier prononcer les mots fatals. État très grave. Tumeur cancéreuse. Une opération, peut-être? Il s'est ressaisi, a eu le courage de demander... Il me reste combien de temps? vous savez, c'est difficile à dire. Hein. Je vous Et en... pourquoi chercher à savoir? Il le faut. Quelques mois, peut-être plus. Il a donc décidé de quitter Nantes. Pour toujours. Pour mourir dans la maison qu'il l'a vu naître. Mais quelle autre raison l'a poussé à partir? Il n'en sait rien encore. De façon confuse, il a ressenti comme un appel. Il a trouvé la maison en ordre, tout comme le parc, le potager et le verger. Henri et Jeanne, qui habitent une petite maison à l'entrée du parc et sont chargés de l'entretien de la propriété, ont fait, comme toujours, du bon travail. Fatigué par la maladie et l'âge, 76 ans, il a demandé à Henri et Jeanne de lui aménager une chambre au rez-de-chaussée, dans le petit salon. Ainsi, il n'aura pas à gravir l'escalier. de son lit, il a vu sur le parc. Ce mois de septembre est superbe. Le ciel s'est voilé d'une gaze légère, l'air est doux et sent la fanne de pommes de terre.
Chaque après-midi, il s'installe dans son fauteuil sous le gros marronnier dont les feuilles commencent à se piquer de rouille. Là, il songe et médite. Le bilan de sa vie? Pas difficile, vraiment. Il laissera, il en est sûr, le souvenir d'un homme dur et parfaitement égoïste. Ni femme, ni enfant, plus de famille, plus rien, personne pour le pleurer. Tout compte fait, c'est mieux comme ça. Il n'a jamais cru qu'il y avait une vie après la mort. Le néant, seulement le néant. Au moment même où il cessera de vivre, le temps et l'espace seront pour lui disparus. Cette pensée simple, simpliste, lui suffit. Il a encore en mémoire ces vers de Cadou, appris il y a bien longtemps au collège. Rien ne subsistera du voyageur dans le filet troué des ultimes voyages. Pas la moindre illusion, pas le moindre bagage, le vent de la déroute aura tout emporté. Depuis sa mort annoncée, le regard qu'il porte sur les choses a changé. Un rien l'émerveille. Le moindre caillou, la plus humble plante, il veut jouir de chaque être, de chaque objet. Chaque seconde qui passe lui semble précieuse. Appuyé sur sa canne, il se promène parfois dans les allées. C'est en fin d'après-midi qu'il a fait sa connaissance. C'est un petit garçon tout blond, 9 ou 10 ans tout au plus. Il s'est arrêté dans le chemin creux qui longe le verger et regarde les fruits avec envie. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Pierre? Tu habites par ici? Oui, tout près. Là-bas? Veux-tu manger une poire? Oui. Si c'est une William. Et toi, qui es-tu? Je suis le propriétaire de la maison. Je t'ai jamais vu, pourtant je me promène souvent autour de chez toi. C'est que mes séjours ici étaient courts et bien rares. J'ai un appartement à Nantes où je vivais jusqu'à maintenant. Mais c'est fini. Je m'installe définitivement à la Jonchère. T'es vieux, hein? T'es forcément un grand-père? Je ne suis pas grand-père. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu d'enfants, je n'ai donc pas de petits-enfants. Ah, je comprends. C'est pour ça que tu es triste, parce que tu n'es pas grand-père? J'ai donc l'air si triste? Oui. Mais si tu veux, moi, en revenant de l'école, je passerai te dire bonjour, je t'appellerai papy, puis comme ça, tu seras heureux. Tu es très gentil, je te remercie. Mais tu vas t'ennuyer. Tu ne préférerais pas jouer avec tes camarades? Non, mais je resterai pas longtemps, moi, j'aurai encore le temps de jouer après, t'en fais pas. Allez, à demain! Vif et léger, il a déjà disparu dans le chemin. Fidèle à sa promesse, Pierre vient chaque soir. Le vieil homme l'attend, assis sous le marronnier. Lorsque l'enfant arrive tout essoufflé, il trouve sur la table du jardin des friandises et du jus de fruits préparé par Jeanne. Il s'assoit et raconte. Il a tant à dire. L'école, le maître, les camarades, et puis les rencontres sur le chemin. Le hérisson, le lapereau, le merle. Il y a 2 jours, le vieil homme lui a parlé de son enfance. Il a montré à Pierre, sorti d'un album bleu, bien fatigué, les photos jaunies où on le voit, à 6 ans, ici même à la Jonchère, pousser une petite brouette sur la pelouse, pédaler sur une bicyclette blanche dans l'allée, faire de la balançoire. Et t'étais drôlement habillé. Mais la balançoire, on dirait qu'elle était accrochée au marronnier. Tu as raison. C'est bien le même arbre. Tu sais, il a environ 200 ans et peut vivre encore longtemps. Mais pourquoi t'as enlevé la balançoire? Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas eu d'enfant, il n'y avait personne pour se balancer. Tu pourrais dire à Henri qu'il en accroche une? Pour moi? À la grosse branche? C'est une excellente idée. Ce sera fait. À cet instant, une feuille rouillée jaune se détache et se pose sur la table du jardin. Tu vois, les feuilles tombent et sont en train de mourir. Bientôt, ce sera l'hiver et toute la nature va mourir. Oh que non. Regarde. Les bourgeons sont déjà formés. Tout l'hiver, ils vont rester clos. Mais au printemps prochain,
ils refleuriront, donneront de nouveaux rameaux, de nouvelles feuilles. C'est pour ça que les feuilles meurent et tombent. Pour laisser la place aux nouvelles. Tu as tout compris. Il y a 2 jours, maître Nolin, mandé d'urgence, est venu à la jonchère. Le vieil homme désirait refaire son testament. Il a légué une part de sa fortune à Henri et Jeanne, l'autre part, comprenant la jonchère, ira à Pierre. Pourquoi cette fantaisie? C'était nécessaire, absolument nécessaire. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, Henri est venu installer la balançoire. Il l'a fixée à la grosse branche du marronnier. Le vieil homme se sent très las ce soir. Comme la sève se retire dans l'arbre qui sèche, il sent la vie refluer en lui. Le crachin n'a pas cessé de tomber. Il n'a pas pu sortir au jardin. Aujourd'hui, Pierre n'est pas venu. Rien d'étonnant à cela. Hier soir, il toussait beaucoup, semblait fiévreux. Une bronchite, sans doute. Il aura dû garder le lit. Le vieil homme s'est couché de bonne heure ce soir. Il fait encore jour. Un crépuscule humide et sale. Jeanne ne viendra que plus tard fermer les volets de la porte-fenêtre. Appuyé sur ses oreillers, il regarde intensément le parc à travers les vitres. Il se sent en paix. Est-ce la bruine qui ébrouille ainsi le paysage? Les arbres, les massifs, les allées, tout devient subitement flou. On dirait que quelqu'un vient de s'asseoir sur la balançoire. Un enfant qui ressemble trait pour trait au petit garçon qu'il était il y a longtemps. Il y a bien longtemps. Oui, c'est bien lui. En col marin, longues culottes et chaussettes blanches. Puis lentement, très lentement, l'image de Pierre souriant vient se substituer à la sienne. L'enfant commence doucement à se balancer. Alors, le vieil homme sait pourquoi il est revenu à la jonchère. Pour un enfant, sur la balançoire. À la nuit tombante, Jeanne, sous son parapluie noir, remonte l'allée qui, sous les tilleuls, mène à la maison du vieil homme. C'est l'heure où elle doit, comme chaque soir, venir fermer portes et volets. Subitement, au bout de l'allée, il lui semble apercevoir, presque indistinctes derrière le rideau de bruine qui noie le paysage, 2 silhouettes d'enfants. L'une d'elles lui est familière, c'est celle de Pierre, assis sur la balançoire. L'autre lui est inconnue. C'est celle d'un garçon portant des vêtements surannés, une veste à col marin, de longues culottes et des chaussettes blanches. Jeanne s'approche, mais il n'y a personne sous le marronnier. Voilà que j'ai des visions maintenant, grommelle-t-elle. Elle se hâte vers la maison, pénètre dans la chambre. Le vieil homme n'est pas là. Jeanne l'appelle. En vain. Comme c'est étrange. Tout est en ordre dans la chambre. On dirait que le lit n'a pas été défait. Un livre est resté ouvert sur la table de chevet. Jeanne s'approche, se penche. Elle lit maintenant les 2 lignes soulignées au crayon rouge. Rien ne subsistera du voyageur dans le filet troué des ultimes voyages.
Sur la petite route qui serpentait entre les haies des feuillets, l'abbé Martin pédalait sans se presser. Bonnet de laine enfoncé jusqu'aux oreilles, cape noire de drap épais bien boutonné, soutane relevée entre les mollets et tenue par des épingles de nourrice, il ne craignait pas le petit froid vif qui sévissait en ce dimanche matin du 2 janvier 1956. Il revenait de Saint-Philbert où il avait célébré la messe de 9 heures. Saint-Philbert était en quelque sorte sa deuxième paroisse. Elle était trop petite, en effet, avec ses 52 habitants pour occuper un prêtre à temps complet. L'évêque l'avait donc confié à l'abbé Martin, curé de Lubray, un gros bourg voisin de 600 âmes environ. Chaque dimanche matin, donc, l'abbé Guittet, à bicyclette de son presbytère à Lubray, parcourait les 4 kilomètres de mauvaise route qui l'emmenaient à Saint-Philbert, où il célébrait l'office de 9 heures. Après quoi, il buvait un café en mangeant une brioche chez Julien le sacristain, puis revenait à Lubray, où on l'attendait pour la grand-messe de 11 heures. L'abbé, la quarantaine bien sonnée, était un homme simple. Depuis son entrée au petit séminaire, il ne se posait point de ces questions qui vous tourmentent l'esprit et vous empêchent de dormir. Pour lui, il y avait d'un côté les bons, les croyants, qui fréquentent l'église, font leur Pâques et paient le denier du culte. De l'autre, les mauvais, agnostiques ou athées qui vivent et meurent dans le péché et qu'il était nécessaire de combattre sans faillir. Il savait fort bien que ses adversaires, dénonçant son manichéisme, le traitaient de curaillon borné ou de calotin attardé, mais il s'en moquait comme de sa première soutane. Pour l'heure, il finit de grimper la petite côte qui menait à l'église de Lubray, posa sa bicyclette contre le mur de la sacristie, dans laquelle il pénétra. Un quart d'heure plus tard, il commençait à célébrer l'office divin. Au premier rang de l'assistance se tenait Victorine, sa bonne, une vieille femme simplette, ô combien, mais la meilleure cuisinière de la contrée. L'abbé, tout en montant à l'hôtel, se souvint qu'il l'avait vue la veille, en fin de soirée, préparer dans sa cuisine un cibet de lièvre et un gâteau au chocolat qui lui serait servi aujourd'hui même à midi. Ce souvenir le fit saliver un instant. Mon Dieu, pardonnez-moi, je pêche par gourmandise. Mais il chassa vite ses vilaines pensées pour se concentrer sur la célébration de la messe. Voici qu'était venu le moment du sermon. L'abbé l'avait préparé avec un soin particulier, ma foi. Que Dieu lui pardonne ce brin de vanité. Il pensait qu'il s'en était plutôt bien tiré. Aujourd'hui, en effet, était jour d'élection. Il s'agissait de renouveler les membres de l'Assemblée nationale. Aussi avait-il glissé dans sa prédication ce qu'il croyait être de subtiles exhortations à voter pour les candidats de droite, seul défenseur de notre Sainte Mère l'Église, contre la gauche anticléricale des partageux. À vrai dire, il ne se faisait guère de soucis. Ici, dans cette circonscription rurale et bien pensante des Marches de Bretagne, la droite l'avait toujours emporté avec une majorité écrasante. Dieu soit loué! C'est pourquoi, à 12h30, l'esprit en paix après une matinée bien chargée, l'abbé pouvait s'installer confortablement à la table de sa salle à manger afin d'y déguster un délectable civet suivi d'un savoureux gâteau au chocolat. Au café, le curé fit savoir à Victorine, après l'avoir chaleureusement félicité pour la finesse de sa cuisine, qu'il allait dans l'ordre s'octroyer une petite et enfin aller voter.
M'accompagnerez-vous à la mairie? À la main point, monsieur le curé, parce que j'ai déjà voté un matin pendant que vous étiez à Saint-Philbert. Parce que cet après-midi, après la vaisselle, il faut que je me voir ma sœur Yvonne, qui habite à la Loutrée, qui a la grippe. Alors vous pensez bien, 5 km pour aller, autant pour revenir, comme de juste la visite là, bon, la soupe à préparer en rentrant. Bref, je me suis dit, Victorine, t'as qu'à aller voter de 9h à matin. Comme ça, tu vas gagner du temps. Puis Je comprends ça, Victorine. Vous avez fort bien fait. Enfin, j'espère que vous avez bien fait. Que vous avez bien voté. Vous avez entendu mon sermon ce matin à la grand-messe. C'était clair. Mais c'est-à-dire que ça ne m'intéressait plus, j'avais déjà voté. Alors vous pensez bien que je n'avais pas fait que ça à faire, hein, Pauvre Victorine. C'est vrai qu'elle n'était guère futée. Il était cependant curieux de savoir à quel parti, de droite, cela allait de soi, sa bonne avait bien pu donner sa voix. Alors, pour qui avez-vous voté? Même, pour tout vous dire, je m'en souviens même plus. Allons! Allons, la mémoire va vous revenir, voyons. N'est-ce pas pour celui-là, monsieur le baron de la Haye-Chenel du mouvement républicain populaire? Oui, c'est pas ce style-là, hein. Alors c'est pour Pérel, l'homme de l'Union des commerçants et artisans. Mais c'est pas ce style-là non plus. Lochat, des indépendants paysans. Le bail des républicains sociaux. C'est quoi point ça? L'abbé Blémy. Il ne restait plus dans sa main que les 3 bulletins des candidats de la gauche, ONI, représentés par le Parti radical socialiste, le Parti communiste et la SFIO. Mais malheureuse, vous avez donc voté pour nos adversaires de gauche? Lequel de ces 3 bulletins avez-vous glissé dans l'urne, hein? Victorine vit bien qu'elle avait fait une grosse bêtise et qui avait grandement contrarié son maître. Ce fut donc le cœur bien gros qu'elle désigna du doigt celui du Parti communiste. Mais pourquoi avez-vous choisi ce bulletin? Pourquoi? J'ai bien fait attention quand j'ai regardé les grosses lettres là en haut des bulletins, madame. J'ai choisi ce style-là parce que ça te bat le seul ou que ça te écrit français. Parti communiste français. Alors, regardez vous-même, c'est le seul. Victorine, vite, allez me chercher un petit verre de chartreuse pour me remettre. Le soir, à la salle municipale, Pierre Flippeau, maire de Lubré après le dépouillement, demanda le silence afin de proclamer le résultat des élections de la commune. Monsieur le baron de la Haye-Chenel du MRP arrivait largement en tête. Le candidat du Parti communiste français se classait bon dernier, avec une seule voix. Le charton que tire Louis brinque-balle sur la petite route empierrée. On entend les cieux crier quand une roue rencontre une pierre ou tombe dans un nid de poule. Soudain,
la voiture fait une embardée, Louis jure. Assise dans le charton, Mélanie, sa femme, adossée à une botte de paille, doigts crochés aux ridelles, crie de sa voix aide. Fais donc attention, espèce d'andouille. T'es corps sous. Si tu continues, on va bien se retrouver au fossé. Louis, sans se retourner, hausse les épaules et crie à son tour « Ta gueule !» Et il se met à siffler rêve de valse. Ah, il y avait 21 ans de cela. Oui, ça faisait bien 21 ans puisqu'ils s'étaient connus en 1925. Ce n'étaient pas des injures, mais des mots d'amour qui lui murmuraient. Ils s'étaient rencontrés à la guinguette du Père Moreau, un dimanche d'été, un dimanche comme aujourd'hui, au hameau de la Sauzet. On y mangeait une friture en buvant du vin blanc, et on dansait tout l'après-midi au son de l'accordéon. Deux fameux danseurs tous les deux. Parfois même les autres s'arrêtaient, comme ça, rien que pour le plaisir de les regarder tourner. Louis était alors un grand gars, robuste, avec un joli visage aux traits fins, orné d'une petite moustache noire. Il s'était plu, tout de suite. Un soir après la danse, alors que le soleil descendait derrière les peupliers, il l'avait invité à faire un tour en barque sur le Thym. Ensuite, le premier baiser, le « je t'aimerai toujours », le mariage. Ils avaient connu 14 années de bonheur. Pourtant, ils n'étaient guère riches. Louis travaillait comme journalier dans les fermes alentours. Elle était bonne chez Ménard, métayer à la laiserie. Beaucoup de travail pour de maigres salaires. Et puis, la guerre. Louis mobilisé dans l'infanterie, un éclat d'obus en plein visage là-bas du côté des Ardennes. Après des mois d'hôpital, le retour au pays. Défiguré à jamais. Alors il avait cherché l'oubli dans la boisson. Mais le malheur s'était acharné. Un an plus tard, Mélanie avait fait une mauvaise chute du haut d'une charrette de foin avec, au bout du compte, une paraplégie. Aigrie, elle était devenue acariâtre. Louis, s'adonnant de plus en plus à la bouteille, avait perdu son emploi et réussissait encore à gagner quelques sous. En se livrant à des menus travaux pour les particuliers, il piégeait des taupes, coupait du bois, ramenait des cheminées, mais c'était insuffisant. La misère était venue. Le ménage ne possédait plus que quelques sous. Un autre problème s'était posé. Il fallait bien sortir Mélanie, mais comment la transporter? Un voisin, le père Évrard, couvreur de son étal qui venait de prendre sa retraite, leur avait fait cadeau du charton dans lequel il véhiculait ses outils. Aussi, le dimanche matin, Louis hissait sa femme dans la voiture à bras et parcourait allègrement les 3 kilomètres de mauvaise route qui menaient au bourg. Mélanie assistait à la grand-messe. Louis faisait les commissions et les bistrots, laissant maintenant des ardoises derrière lui. Aussi, quand il récupérait sa femme pour prendre le chemin du retour, le charton suivait parfois des trajectoires un peu bizarres. Le quidam qu'on croyait alors se permettait des réflexions qu'il croyait drôles. Et pour tirer le charton, faudrait acheter un homme? Pas la peine de dépenser des sous. Tu n'as qu'à te mettre dans les brancards. Ils arrivent ainsi au carrefour du Hadet. Normalement, Louis devrait prendre à gauche pour rentrer à la maison. Or, cette fois, elle continue tout droit son chemin, sans répondre aux... Où vas-tu, imbécile? Tu ne vailles pas que tu te trompes de route? venus de l'arrière. Mélanie, voyant qu'elle n'obtiendrait pas de réponse, grommelle encore quelques injures, puis se tient coite, colère rentrée, le visage plus renfrogné que jamais. L'attelage, au bout d'une demi-heure de route, descend la petite côte qui mène à la Sauzet. Louis gare son charton sous les frênes, au bord de l'étang, près du vieux barrage. L'endroit est charmant. Des collines plantées de pins, de genêts et d'ajoncs surplombent la pièce d'eau.
De l'autre côté, la guinguette est toujours là, agrandie et restaurée. On distingue à droite la piste de danse et son estrade. Le toit n'est plus de chaume, mais d'ardoise bleue. Louis ôte son chapeau, s'essuie le front. On va rester là, on va casser la croûte. Mélanie ne répond pas. Après tout, pense-t-elle, ce n'est pas une mauvaise idée. Louis l'accueille comme une pomme et l'assoit sur l'herbe. Il sort le pain, le pâté, le saucisson et 1 litre de vin rouge. Tous deux mangent sans rien dire, les yeux tournés vers la guinguette. Tout à leur souvenir. Par extraordinaire, devant une Mélanie qui n'en croit pas ses yeux, Louis boit très modérément. Repu, il s'allonge commodément sous le plus gros frêne et s'endort. C'est sur l'air de ma tonkinoise qu'il se réveille. De l'autre côté de l'étang, l'orchestre, un accordéoniste et un batteur a commencé à jouer. 3 ou 4 couples tournent déjà. Des jeunes gens à bicyclette ou à pied arrivent pour danser. Louis se lève, s'étire et déclare qu'il va faire un tour. Par le sentier sur le barrage, il se dirige vers la guinguette. Il y a maintenant pas mal de monde sur la piste de danse. Louis s'installe sous la tonnelle, commande un boc. Il reste là longtemps à regarder tourner les couples. La sieste à laquelle il s'est abandonné a fait disparaître les vapeurs de l'alcool, absorbé en trop grande quantité le matin au bourg. Maintenant, il se sent léger, l'esprit clair. Il vide sa chope, s'essuie les lèvres d'un revers de main et règle sa consommation. Il vient de dépenser ses derniers sous. Allez, viens. T'es fou. Elle a passé son bras autour de son cou pendant qu'il la porte vers la guinguette. Ils entrent ainsi sur la piste de danse et Louis se met à valser. Mélanie, inerte dans ses bras, ferme les yeux, la tête lui tourne un peu. Elle a posé sa joue contre celle de Louis et se laisse emporter, ivre de musique et de bonheur. Les autres danseurs s'arrêtent et contemplent, hébétés, ce couple étrange. Les lazzi imbéciles fusent bientôt. Vas-y, gueule d'amour! Eh, c'est toi le plus beau? Et voici le couple à 2 pattes! Un jeune fat dominé, un fin lettré sans doute, lance. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Quasimodo. Mais l'effet escompté est nul. Personne n'a lu Notre-Dame de Paris. Tous deux feignent de ne rien dire, rien entendre. Ils dansent encore plusieurs fois jusqu'à l'arrivée du soir. Lassés, les autres autour d'eux ont fini par les ignorer. Lorsque les ampoules multicolores s'allument au-dessus de leur tête, ils reviennent vers le charton, silencieux, le vague à l'âme. Sur le sentier de la digue, Mélanie soupire. Regarde, comme l'eau de l'étang est devenue noire. Tu veux? Maintenant? Oui, maintenant. Elle se serre très fort contre lui. Son cœur bat à grands coups dans sa poitrine. Elle ferme les yeux, pose sa tête sur l'épaule de son mari. Alors, du haut du barrage, Louis saute dans l'étang. Agrippés l'un à l'autre, ils se débattent quelques instants puis disparaissent dans l'eau. Il y a d'abord quelques remous, puis la surface de l'étang redevient lisse. L'orchestre là-bas attaque la dernière danse. Il joue Rêve de valse. Au-dessus de la guinguette, la première étoile s'allume.
se ranger devant la porte. Georgette, notre institutrice, ouvrit alors, et tout en cherchant nos billes au fond de nos poches, nous sortîmes en criant. Nous n'étions en effet que 9 garnements, en cet automne 1943, à fréquenter la laïque, qui faisait bien pauvre figure, à côté de l'école à 4 classes, tenue par les frères des écoles privées. Marc, le plus grand et le plus âgé de nous tous, et qui formait à lui tout seul le cours supérieur, nous appela. Hé, venez voir! Nous nous approchâmes, et passant la tête par-dessus le muret qui bordait la cour du côté de la rue, nous assistâmes à un spectacle. À gauche, rangés en finale, une quinzaine de chevaux attendaient sa joue. Leur propriétaire cultivateur de la commune les tenait par la main. À droite, un jeune officier allemand examinait la denture d'un gros percheron griffonneux. Il fit un signe d'assentiment à l'un de ses collègues qui, assis à une petite table, inscrivait quelques notes sur un registre. Je remarquai que celui qui faisait office de secrétaire laissait pendre son bras gauche inerte le long de son corps. Georgette, qui nous avait rejoints, nous expliqua que l'armée allemande procéderait dorénavant, régulièrement tous les 15 jours, à une réquisition de chevaux appartenant aux fermiers du canton, et que ces derniers viendraient à tour de rôle présenter un de leurs amis. Aujourd'hui, nous assistions à la première. Elle tenait ces renseignements de M. Coulon, le secrétaire de mairie. Le soir, à la sortie, une autre surprise m'attendait. Je devais, pour aller à l'école ou en revenir, passer devant le garage où mon père, retour d'une armée française vaincue, travaillait en tant que mécanicien. Je l'aperçus de loin, occupé à allumer le gazogène de la 402 Peugeot du garage. De mon côté, le regardant s'activer, je reconnus les 2 officiers allemands de tout à l'heure qui devisaient tranquillement en fumant une cigarette. L'officier dont le bras gauche pendait demanda dans un français impeccable et presque sans accent. C'est votre fils. Quel âge a-t-il? Oui, c'est Jean, mon 3e enfant. Il aura bientôt 9 ans. Un an de plus que le mien. Il se pencha alors vers moi. Je vis les larmes dans ses yeux et j'en fus bouleversé. Il domina très vite son émotion, sourit et dit en me tendant la main: au revoir, Jean. Je reverrai dans 2 semaines. Je penserai à toi. Tous 3 montèrent alors dans la voiture et disparurent. Mon père rentra comme la nuit tombait. Il remportait, enveloppé dans un papier, un pain de seigle rond de 3 livres que, dit-il, les Allemands lui avaient donné. Il alluma la lumière, c'est-à-dire qu'il grimpa sur une chaise, brancha 2 fils aux bornes correspondantes d'une batterie d'accumulateurs installée sur le plateau. Presque aussitôt, 2 petites ampoules se mirent à briller faiblement au-dessus de la table autour de laquelle nous nous étions assis. Ma mère servit alors le repas, composé ce soir-là d'un plat de choux relevé d'une noix de Saint-Doux, d'un morceau du pain de seigle auquel nous fîmes honneur et de pommes. Maigre pitance. Mais c'était la guerre. Et nul ne songeait à ce point. Au cours du repas, mon père nous annonça que tous les 15 jours, il devrait aller chercher en début d'après-midi, puis reconduire le soir, le capitaine Ludwig Riesen, celui qui parlait si bien le français pour l'avoir étudié pendant 4 ans à Paris, et le lieutenant Klaus Frisch. J'appris encore que le capitaine avait été blessé au bras gauche sur le front de l'Est, ce qui lui avait valu après sa guérison d'être affecté en France. 2 semaines plus tard, je revis donc Ludwig. Il avait effectivement pensé à moi puisqu'il m'offrit, merveille des merveilles, quelques barres de chocolat. Comme je lui demandais où il habitait, il me parla longuement de son pays, une
avec des montagnes couvertes de forêts, des torrents d'eau claire, et des cascades plus hautes que le clocher de notre église. Enfin, une contrée magnifique, comme je ne pouvais en voir que sur mon livre de géographie. Un autre jour, il me raconta comment, en combattant les Russes, il avait été blessé. Il avait perdu beaucoup de sang et avait failli mourir. J'eus peur pour lui, rétrospectivement, car nous étions devenus une paire d'amis. J'étais heureux de le retrouver, et lui aussi, à qui je devais rappeler le fils absent. Pourtant, je ne goûtais pas pleinement mon plaisir. Marc, à l'école, ne cessait de répéter que les soldats allemands étaient nos ennemis. Il les traitait de salmoches. Comme je ne comprenais pas, Ludwig, si gentil avec moi, ne pouvait être mon ennemi, pensais-je. Je priais Marc de m'expliquer la signification des termes qu'il employait. C'est des salmoches parce que c'est des ennemis et des salauds, c'est tout. Cette réponse ne m'ayant guère convaincu, je décidai d'en parler à lui. Ce dernier, que je pris tout de suite pour un grand savant, m'expliqua que Bosch est issu de l'argot almoche pour allemand, devenu albosch, le B étant dû sans doute à caboche. En ce qui concerne ennemi, je te ferai simplement 2 citations que tu comprendras quand tu seras plus grand. Voici la première. Elle est tirée de la Bible. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui de l'eau à boire. La deuxième est d'un grand écrivain français qui s'appelle La Bruyère. Il a écrit « Vivre avec ses ennemis comme s'ils devaient être un jour nos amis ». Après avoir beaucoup réfléchi, je fus amené à conclure, premièrement, que Marc parlait argot, ce que je savais déjà parce qu'il ne disait jamais « je vais te botter le derrière, mais je vais te botter le perche ». Deuxièmement, je dû me rendre à l'évidence. Ludwig était bien un ennemi. Ce que je tentais d'expliquer le lendemain à mon père, lequel me regarda perplexe, en lui disant « Ludwig est notre ennemi parce qu'il nous a donné du pain de seigle quand nous avions faim. D'ailleurs, c'est lui qui me l'a dit. » Noël passa. Le printemps 1944 aussi. Les occupants étaient de plus en plus nerveux. Les séances de réquisition avaient cessé. Et je n'avais plus de nouvelles de lui. Puis ce fut le 6 juin. Le débarquement en Normandie était l'objet de toutes les conversations. Mais la méfiance régnait. Les Allemands, harcelés par les soldats de l'ombre, se livraient avec l'aide de miliciens à de terribles représailles. C'est ainsi qu'on apprit que des maquisards avaient été tués à la Brosse, en Sion-les-Mines, le 11 juillet. Puis d'autres fusillés à la Chopinière, en Soudan, le 23 juillet. Pour nous les enfants, les grandes vacances avaient commencé. Le soir du 27 juillet, alors que mes parents prenaient le frais dans le jardin, le grand tilleul, et que mes frères et moi jouions à cache-cache un peu plus loin dans le jardin, Michel, le père de Marc et grand ami de la famille, arriva. Nous le vîmes de loin, discuter avec nos parents, puis peu après partir en compagnie de notre père. Ma mère nous appela. C'était l'heure du coucher. Je demandais « Pourquoi il est venu, Michel ?» Sa camionnette est tombée en panne et papa est parti la réparer. Mais surtout, il nous a appris une grande nouvelle. Les Américains approchent de Rennes. Ils vont arriver ici dans quelques jours. Nous attendîmes, Marc et moi, au bord de la route, toute la journée du 3 août, un bouquet de marguerites à la main, l'arrivée de nos libérateurs. Hélas, la colonne blindée traversa le bourg dans la nuit, et comme nous habitions tous deux assez loin du village, nous manquâmes l'événement. Il restait 2 grands mois de vacances. Pendant que les Alliés libéraient la France, je passais mes journées en excursion dans les bois et dans les prés, en partie de pêche au verron et en baignade, au lieu d'Icaridène,
là où la rivière, s'étalant sous les peupliers, forme une anse de peau. Le lundi 2 octobre, jour de la rentrée des classes, je retrouvais, sarraux noirs et galoches aux pieds comme moi, mes camarades. Marc entrait en cours de fin d'études et préparerait le certificat. Quant à moi, j'allais fréquenter le cours élémentaire, deuxième année. Cette première journée fut consacrée à orner la classe, couvrir les livres que Georgette nous avait distribués et préparer la première page de nos cahiers avec une plume sergent-major toute neuve, trempée dans une encre violette que le futur certifié avait été chargé de préparer dans la bouteille au Becker. À 5 heures, Marc et moi prîmes le chemin du retour. Nous parcourions environ 500 mètres ensemble, puis, au calvaire de la chaussée, nos routes se séparent. Arrivé au carrefour, il me mit brusquement la main sur l'épaule et prenant son air sérieux déclara « Si tu jures de ne jamais en parler à personne, je vais te dire un secret. » Avide de savoir, je jurais tout ce qu'il voulait et crachais même dans la poussière du chemin pour montrer ma bonne foi. Voilà ce que mon pater m'a raconté. À la fin du mois de juillet, un soir, les maquisards ont attaqué une voiture Bosch sur la route de Laval. Et ben mon vieux, parmi eux, il y avait mon père et le tien. C'était mon père qui tenait le fusil mitrailleur. Et ton père, il conduisait la camionnette des maquisards. D'habitude, c'était Armand, le receveur des postes, qui faisait le chauffeur. Mais là, il ne pouvait pas, il s'était fait une entorse. Et puis, tu sais pas, dans la bagnole des Bosch, parmi les 4 morts, il y avait les 2 gradés qui venaient réquisitionner les chevaux. C'est pas vrai. Menteur. C'est qu'un sale menteur. Essoufflé de sanglots, je m'enfuis en courant vers la maison. Le pire, inhumé dans le caveau familial en ce jour torride d'août 1956, Louis et Gabriel revinrent à la Mornay, en coupant au plus court par le petit sentier qui longeait la rivière. Louis, la veste sous le bras, avait depuis longtemps retiré la cravate qui lui donnait le chaud. Il commençait à avoir mal aux pieds, peu habitué qu'il était à porter des souliers de cérémonie. Gabrielle, sa femme, s'essoufflait à ses côtés. C'était une grosse boulotte que la chaleur rendait cramoisie. Une auréole de sueur tachait aux aisselles son corsage blanc. Ils exploitaient à eux deux 25 hectares de champs et de pâtures à la Mornay, hameau de Cordemais, un bourg perdu dans le bocage entre Nantes et Saint-Nazaire. La ferme appartenait à Alexandre, le père de Louis, celui-là même qu'ils venaient de laisser derrière eux il n'y a pas une demi-heure sous les îles du cimetière. Pendant 5 ans, Alexandre était resté grabataire, dans la petite chambre au carrelage de briques rouges jouxtant la cuisine. Il avait été frappé de paralysie, avec aphasie, pendant sa 71e année. Il ne parvenait à émettre de temps à autre que de petits cris, ou de vagues mormorines. Louis, son fils unique, et Gabriel s'étaient occupés de lui. L'avaient gardé près d'eux. Leur décision de ne point se séparer de la valide n'avait pas été guidée par l'amour filial ou par une tendresse particulière, non. C'était parce que, comme le disait Louis, l'envoyer à l'hôpital sans recruter des sous. Enfin, il y avait 2 jours, ils avaient trouvé Alexandre mort sous sa mauvaise paillasse.
et Gabriel pensaient que ça n'était pas trop tôt. Les bonnes gens du coin disaient, c'est bien mieux comme ça. C'est-il pas une délivrance pour vous? Louis s'arrêta pour brûler une cigarette. Gabriel s'assit au bord de l'eau à l'ombre d'un beau frêne, s'épongea le front avec son mouchoir et dit, oh mon Dieu, je suis quasiment en âge, hein. Le père Lipo a plus plainte du grand chaud. Laisse-le donc tranquille, il n'est plus là pour nous emmerder. Alexandre avait été un sabré. Il avait trimé dur toute sa vie sur ses 25 hectares. Avare, au dernier degré, il avait, d'après ce que racontaient certains, amassé sou après sou un magot assez considérable. D'autres assuraient qu'il avait trouvé un sac de louis d'or dans une automitrailleuse allemande abandonnée en catastrophe par ses occupants tout près de là, lors d'un dernier combat entre les forces d'occupation nazies de la poche de Saint-Nazaire et un détachement français de la 66e division du général Chaumel. C'était le 6 mai 1945. Ce jour-là, Alexandre et Louis, terrés dans la cave, avaient bien cru que leur dernière heure était arrivée en entendant la canonnade au-dessus de leur tête. Tapis entre deux tonneaux de cidre, ils écoutaient, la peur au ventre, le canon de 108 Allemands à l'ouest du bourg, qui répondait aux pièces de 105 des Français à l'est. Deux avions de chasse réduisaient rapidement au silence la batterie allemande. Le moment resta là. Le combat avait duré moins de 10 minutes. De la cave, les deux hommes, à leur grande satisfaction, avaient constaté que la maison et les bâtiments de la ferme étaient intacts. Seule l'automitrailleuse allemande, moteur à demi emporté par un obus, témoignait de la victoire des Français. Les deux hommes n'osaient pas se lever. Le lendemain, elle était toujours là, abandonnée, apparemment inoffensive. Alors Alexandre, en l'absence de Louis, parti coupé de la luzerne, s'était enhardi jusqu'à pénétrer à l'intérieur du véhicule. Victor Giraud, un proche voisin qui semait des haricots dissimulés derrière la clôture de son jardin, l'avait vu revenir un sac de cuir sous le bras et s'était empressé de conter la scène aux villageois. D'où l'hypothèse que Alexandre avait fait main basse sur ce qu'on appela vite, mais un peu pompeusement, le trésor des Boches. Était-ce vrai, était-ce faux? Nul ne sut jamais la vérité. Quand il s'agissait d'argent, Alexandre ne pipait mot, il ne se fiait à personne, pas même, et surtout pas à ses enfants. Quand Louis ou Gabriel faisait allusion à son magot, il se contentait de déclarer en normand qu'il n'était pas, souriant finement. Eh, c'est bien qu'il y en a un, c'est bien qu'il y en a point. À partir du moment où il avait perdu l'usage de la parole, il n'y a pas eu de semaine que Louis ne se fût approché du paralytique pour lui demander « Tu m'entends, t'es ? Donc c'est-il que t'as caché les sous ?» Le malheureux sous sa couche s'obligeait à des efforts surhumains pour émettre quelques sons. Clignait des yeux en pointant le menton vers le mur en face de lui. Et c'était tout. Louis alors se mettait en couche. Parce que c'est de ne pas vouloir causer tant qu'on a la santé. Tu t'es bien moqué de nous. Oui, Gabriel allait chercher partout. Vidant les tiroirs, auscultant les meubles, mettant la cave et le grenier sans du tout, rien. Il n'avait rien trouvé. Lui, un beau matin, avait même installé son père sur une chaise longue. Démonté le chalis, sondé le sommier et le matin du grabataire, sans résultat. Et puis le père était mort. Emportant avec lui son secret. Il se releva, écrasa son mégot et dit à ton ferme à Gabriel, va falloir recommencer à chercher, hein. On va quand même pas laisser dormir un temps d'or qu'elle a à deux pas de nous.
Alors méthodiquement, dès le lendemain, ils reprirent leur recherche, fouillant les moindres recoins. Ils commencèrent par les cuisines, puis vint le tour des deux chambres, de la cave et du grenier, ils ne trouvèrent rien. Louis s'attaqua alors aux granges, aux étables, au garage où il remisait le tracteur, à l'ancienne écurie qui avait abrité autrefois 2 gros chevaux de labour, sans succès. Louis ne se découragea pas. Il sonda les pierres et démolit même la margelle du puits. L'ancien four à pain pensant y trouver quelques niches selon le magot. Hélas, ce dernier demeurait introuvable. Il s'attaqua alors au jardin, qu'il laboura entièrement, peine perdue. Bientôt, toute la population aux alentours fut au courant. Et Gabriel, en effet, sous le sceau du secret, avait compris ses valeurs à Henriette, sa meilleure amie, laquelle avait fait de même à Germaine, qui elle-même en a touché de moi Joséphine, qui... Si bien qu'en 3 jours, toute la commune fut au courant des aventures de Nédélec. Chacun y allait de ses réflexions. Certains plaignaient le couple, d'autres peu charitables se réjouissaient, faisant valoir que Louis et Gabriel étaient devenus aussi pingres qu'Alexandre, et qu'à cette heure-ci, ils en étaient bien. Un jour de fin octobre, Gabriel prit à Louis de bien vouloir défricher le long du mur du garage un lopin de terre laissé à l'abandon depuis des décennies, où elle désirait planter des bulbes de tulipes. Dès le lendemain, Louis se mit à l'ouvrage. Il coupa les ronces et les orties, puis à l'écart en fit un tas, auquel il mit le feu. Saisissant alors sa bêche, il commença à retourner la terre. Comme il avait plu les jours précédents, il pénétra dans le sol argileux qu'allait offert de l'outil. Il travaillait depuis 20 minutes environ, lorsque sa bêche rencontra une résistance. Un gros pied. Enfin, avant le besoin. Il s'en mit dans le mur à but précis. Dompter la tête et la recouvrir. Il se rendit compte immédiatement qu'il s'était trompé. Ce n'était pas un caillou qui apparaissait à ses yeux, mais la partie d'un objet métallique présentant ça et là quelques étoiles. Le cœur de lui se mit à battre violemment. Une joie sourde monta en lui. Gabriel! Viens vite! Pour son sang, comme que je viens de tomber sur le magot! Gabriel, qui étendait son linge à l'île de là, arriva aussi vite qu'elle fut en se dandinant comme un oie grosse et répétant: oh, c'est bon Dieu possible! C'est bon Dieu possible! Elle en pleurait presque de joie en se penchant sur l'objet qu'elle examina un long moment avant de lancer. Mais en quoi? C'est un corps, mon père. Il y a les louis d'or dedans, c'est sûr. Oui, la trouva du chef, il était ce sourire. Hey, ce sapre coffre, elle est pris dans la glaise, elle va pas être facile à bouger, il va falloir le dégager par les côtés. Va me chercher la pioche. Elle revint bientôt l'outil sur l'épaule. Louis repoussa ses manches, se mit bien d'aplomb, jambes écartées, leva la pioche au-dessus de sa tête, la rabattit. Ah! Alors une formidable explosion retentit. Louis et Gabriel ne surent jamais que la pioche venait de percuter le détonateur d'un obus 108 qui avait oublié d'éclater et qui était resté enfoui depuis ce fameux combat du 6 mai 1945.